Radio L'Œil de l'Expert. Alors l'œil de l'expert ce matin, on reste, je vous l'ai dit, dans l'univers animal. C'est Lucas Jakubowicz. Bonjour, on vous connaît bien sur Sud Radio puisque vous venez débattre régulièrement avec nous à 11h moins le quart. Vous publiez Un animal pour les gouverner tous. Comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler. C'est chez Arquet. Et je me demande comment personne n'a eu l'idée de faire ce livre avant, parce que c'est tout à fait passionnant. Bonjour Lucas. Bonjour. Comment vous avez eu l'idée de vous intéresser à ça, de voir comment les politiques utilisent leurs animaux, les chiens pour la plupart du temps, pour leur image politique? Alors l'idée, elle est née en novembre 2019. En novembre 2019, pour ceux qui s'en rappellent, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un avait posé une photo un peu ridicule pour nous les Occidentaux. Non. Donc il était petit, gros, avec une coupe de cheveux un peu bizarre, sur un cheval majestueux, pour montrer à quel point il était puissant et c'était un dictateur qui devait en fait incarner là une forme de royauté. Le même jour, Emmanuel Macron s'est fait prendre en photo, je crois, c'était un jour équivalent, en caressant un bébé chèvre. Ouais. Je me suis dit, c'est bizarre, en fait, on a l'impression que d'un côté, les dictateurs vont utiliser les animaux pour se mettre en avant, pour montrer leur puissance, leur pouvoir, et dans les démocraties, en fait, on va essayer de mettre en avant un animal mignon, chou, pour amadouer les lecteurs. Ouais. Après, je me suis amusé à regarder un peu sur tous les hommes politiques, et en fait, je me suis rendu compte que derrière pratiquement chaque dirigeant, il y a un animal. Il y a un animal. Et en regardant, je me suis rendu compte que certains auteurs avaient traité le sujet, mais parfois de manière symbolique, par exemple Pastoureau avec les animaux au Moyen-Âge, parfois de manière sémiologique, mais jamais dans un angle grand public. Donc je me suis lancé pendant le deuxième confinement. C'est vraiment un livre très très plaisant à lire, amusant, intéressant, parce que vous partez des États-Unis, on revient en France, et après on part du côté des dictateurs. Alors ça, j'avoue que c'est une partie qui est tout à fait fascinante. Peut-être les États-Unis... le seul président à ne pas avoir de chien, c'est Donald Trump. No dogs, il les aime pas les chiens, et on le voit, vous avez relevé, c'est ça qui est intéressant dans sa sémantique, quand il insulte quelqu'un, il y a souvent le mot dog qui revient. C'est ça, alors c'est son insulte favorite, mais depuis qu'il est homme d'affaires, il est assez... Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il radote ou si c'est parce qu'il n'a pas de vocabulaire, mais il traite souvent les gens de chiens, et effectivement, il n'a jamais mis de chien en avant, et par exemple, il avait dit en public, mais de quoi j'aurais l'air avec un chien en laisse sur la Maison Blanche. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que pendant la dernière campagne présidentielle, Joe Biden, lui, s'est mis en avant avec ses chiens, des bergers allemands, et a critiqué Trump en disant c'est le seul président depuis plus d'un siècle à ne pas avoir eu de chien. Et là, on était vraiment dans de l'instrumentalisation, parce que si on se rappelle les avant-dernières élections, l'avant-dernière élection présidentielle aux États-Unis, incroyable ça, en fait, Donald Trump a gagné des États un peu ouvriers blancs dans ce qu'on appelle la Rust Belt, et Joe Biden, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, s'est rendu compte que les chiens les plus populaires dans ces États, c'était les bergers allemands. Et 2 mois avant d'entrer en campagne, qu'est-ce qu'il a fait ? Il allait adopter un bébé berger allemand dans une SPA dans l'État dont il est élu. Et effectivement, il y a ce paradoxe qui est de dire que les propriétaires de chiens aux États-Unis, ce que vous racontez dans le livre, parce qu'il y a de l'analyse politique, c'est au-delà de l'anecdote, les propriétaires de chiens sont plutôt des républicains. Alors que, et dans ces États-là, on a plutôt voté pour Trump, mais il a gagné sur le plan peut-être des plus jeunes, c'est ça, qui eux aiment les animaux et ont voté donc pour Biden. En fait, les chiens, c'est plutôt des animaux surreprésentés aux États-Unis dans les ménages blancs, parce qu'ils sont eux-mêmes surreprésentés dans ceux qui ont des maisons, de l'espace et dans les zones rurales. Alors effectivement, Joe Biden a gagné des voix dans l'électorat blanc à la dernière présidentielle. On ne sait pas si c'est 100% lié aux chiens, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que ça n'a pas eu d'impact négatif. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que le Sénat américain a basculé à une voix près pratiquement dans le camp démocrate, et là, on est en mesure de dire que quelque part, c'est grâce à un chien. Allez-y. Alors, en fait, c'est un siège qui est, je crois, en Géorgie, dans la banlieue d'Atlanta. Alors, il y avait une candidate qui était ultra-trumpiste, qui était contre un évangélique noir américain, donc qui était un pasteur. Alors, impossible pour le pasteur, en fait, d'attaquer la femme blanche, parce que ça se fait pas, en fait, pour séduire les classes moyennes en Géorgie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en scène pendant toute la campagne avec un beagle. Donc c'est un chien mignon, et ça lui a permis effectivement d'avoir la majorité des voix dans les banlieues, on va dire blanches et classe moyenne d'Atlanta notamment. Alors il y a beaucoup de choses dans le livre, pour revenir à Trump, parce que je rouvre le livre. Ses enfants, vous dites, le désamour complet de Trump pour la faune semble partagé par sa progéniture, et effectivement ses enfants, Donald Jr. et Eric, se font photographier
photographies avec des animaux, mais morts. Voilà. Alors, ça, c'est pas très populaire. Non, c'est pas très populaire, mais Donald Trump, qui est quand même un animal politique, avait réussi à renverser la tendance en disant oui, bien sûr, il pose avec des animaux morts, mais ça prouve qu'ils sont adhérents à la NRA, donc l'association des armes à feu, et que donc c'est des bons Américains, et que par extension, moi je suis un bon Américain, votez pour moi, et ça a marché. Vous parlez de dog communication, c'est-à-dire de la communication par le chien. Alors on ne sait pas si ça a un effet bénéfique, mais en tout cas vous dites que ça agit sur l'inconscient, et en particulier en France, là aussi vous revenez en France sur le labrador, qui est une sorte de chien fétiche des présidents. Oui, parce qu'en fait le labrador c'est le chien familial par excellence. S'occuper d'un labrador, ça demande du temps. Donc ça prouve à la fois, quand on a un labrador, qu'on est proche du peuple et qu'on est empathique. Et d'ailleurs, tous les présidents de la République, enfin pratiquement tous, ont eu un labrador au cours de leur mandat. Le dernier en date, c'est évidemment Emmanuel Macron, qui est un chien croisé, Nemo, qui a du sang labrador. Et Emmanuel Macron, vous nous l'aviez dit, qui a escamoté son chien, le chien qu'il avait avant d'être président de la République, qui faisait pas très... C'était pas terrible parce que c'était un dog, c'est ça, un dog argentin. C'est ça. En fait, quand Emmanuel Macron s'est vraiment lancé dans une carrière politique nationale, il était à Bercy. Il a fait venir Paris Match au Touquet chez lui. Et là, il posait avec le chien de Tiffany Macron, donc sa belle-fille. C'est un dog argentin, vraiment spécialisé dans la chasse au puma, qui est vraiment féroce et qui a l'air assez patibulaire et qui en plus s'appelle Figaro. Donc c'est pas très Startup Nation, c'est pas très en même temps. Non. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'Emmanuel Macron a été réélu, il n'a plus communiqué avec Figaro, mais il a adopté, comme Joe Biden, un chien dans une SPA. Et comme par hasard, il avait du sang labrador. Oui, alors bon, il y a tout un chapitre sur le salon de l'agriculture. Il y a aussi Gérald Darmanin, alors ça m'avait échappé, qui lui a beaucoup communiqué avec son chat. Oui, Boris. Boris. Absolument. Et Boris, alors moi, ça m'avait totalement échappé. C'est pour ça que c'est vraiment, quand on lit le livre, on se dit, mais c'est incroyable, quoi. Tout alors en plus, c'est théorisé dans le livre. Oui, parce qu'il dit, mettez des photos de chats et de chiens. C'est le conseil que donne Gérald Darmanin à ses troupes. Je cite en fait un article du Canard enchaîné qui revient sur une réunion des ministres du gouvernement Édouard Philippe. À cette époque-là, c'était le début de la réforme des retraites. Ils étaient assez... impopulaire, et donc Gérald Darmanin, qui malgré son jeune âge est quand même un politique expérimenté, a dit à ses collègues, écoutez, arrêtez de communiquer sur Instagram, sur les réseaux sociaux, avec des trucs compliqués, technocratiques, faites simple, adoptez un animal, mettez-le en avant, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ouais, alors toujours en France, parce que je voudrais qu'on parle quand même de nos dictateurs, des dictateurs. Ça m'avait échappé, le député LR Dino Cinieri, qui a déposé un amendement pour interdire de faire figurer la photo d'un animal sur les affiches et les bulletins de vote. Oui. Alors en fait en France c'est très peu connu, mais il y a un parti qui s'appelle le parti animaliste. Et sur ces affiches en fait ils sont pas incarnés par des êtres humains mais par des animaux. C'est-à-dire que pour voter parti animaliste ils mettent sur l'affiche pas la tête de liste, mais par exemple un écureuil, un chien, un chat. Donc quelque part c'est vraiment le stade ultime de la communication avec les animaux. Et d'une certaine façon, ça marche parce que quand on regarde les dernières élections qui étaient avec le parti animaliste, les élections européennes, le parti animaliste, il faut le dire, a eu plus de voix que tous les partis pro-Frexit réunis, c'est-à-dire Asselineau et Philippot. Ils ont presque eu autant de voix que le parti communiste. Oui, c'est absolument passionnant. Et vous dites qu'aujourd'hui, L214, l'association de protection, qui dénonce les sévices aux animaux, a créé un observatoire politique et animaux. Oui, et pour être élu dans certaines villes, c'est ce que j'ai montré aux dernières municipales, il vaut mieux en fait respecter les préconisations de L214 parce que cette association a un impact, en tout cas sur les élections maintenant. Alors pourquoi est-ce que les tyrans, les dictateurs ont des zoos? Alors ils ont tous des zoos avec des animaux. Pas tous, mais beaucoup. Pas tous, mais beaucoup, oui. Alors c'est le fruit de l'histoire. En fait, je pense que le fantasme ultime d'un dictateur, c'est de ressembler au plus grand, on va dire, dictateur ou tyran de l'histoire. Alors ça peut être les sultans, les califes, les empereurs romains, les monarques absolus en France, et tous avaient des zoos privés. C'est-à-dire qu'il y avait une ménagerie à Versailles, les empereurs romains faisaient venir des animaux pour les faire combattre dans l'arène, etc.
Et aujourd'hui, alors c'est un peu ridicule parce que parfois des dictateurs de tout petits États ou de toutes petites nations, je parle de la Tchétchénie par exemple, Turkménistan aussi, Turkménistan. Mais la Tchétchénie, oui, c'est... Oui, alors le Turkménistan, ils n'ont pas de zoo privés à ma connaissance, ils ont des chevaux. Mais par exemple, c'est en Tchétchénie dont vous parlez. C'est lequel a mis des plaques en or sur ces animaux? Alors ça, c'est encore différent. Ça, c'est en Ukraine. Alors là, c'était bizarre parce que l'Ukraine se veut comme une démocratie. Mais leur président, au moment de la révolution de 2014, on a découvert qu'il était totalement corrompu. Quand la foule est entrée dans sa maison, en fait, on a trouvé un zoo privé avec effectivement sur chaque cage des plaques en or avec le nom des animaux. Et ça lui a porté préjudice parce qu'en fait, il disait non, mais moi je suis un démocrate, etc. Et en fait, quand on voit le salaire moyen par rapport, il a été... Oui, et puis on se rend compte en fait qu'il a le comportement des pires tyrans du monde et ça a précipité sa chute. Oui, vous dites effectivement Kadyrov, Kadhafi, Ouda Youssen, Jean Bedel-Bokassa, et puis Noriega, et puis Viktor Yanukovych dans une moindre mesure, mais c'est vrai que ces zoos, vous dites c'est leur ego en fait qui a besoin d'être valorisé par ces animaux. Oui, mais en fait, je pense que les dictateurs, alors ça, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas en parler, mais à mon avis, ils ont des gros problèmes d'ego. La preuve, ils ont tous des résidences un peu, on va dire, bling-bling, pour être poli. Et en plus de ça, pour beaucoup, des zoos privés, oui. Alors, on a parlé des chiens, il y a les chevaux aussi. Alors, les chevaux, c'est évidemment, vous avez parlé de la Corée du Nord. On parle de certaines républiques, effectivement, aussi de Russie. Mais en France aussi. Le cheval, il y a tout un chapitre. Il y a des choses qui reviennent. Vous parlez de Nicolas Sarkozy avec sa sortie en Camargue, ou encore le modem. Le modem est très cheval. Oui, alors on ne sait pas on sait pas exactement pourquoi, mais en faisant mes recherches pour le livre. Je me suis rendu compte que pratiquement tous les chefs centristes étaient fans de chevaux. Soit ils en élevaient, soit ils adoraient les courses. François Bayrou, Jean Arthuis, comment s'appelle la ministre Jacqueline Gouraud, qui est aussi au Modem. Alors l'idée, c'était un peu d'essayer de savoir comment ça se fait. Est-ce que on est fan de chevaux parce qu'on est centriste, ou bien est-ce que c'est parce qu'on est centriste qu'on est fan de chevaux? Donc c'est l'œuf ou la poule. Mais le cheval a une symbolique très forte aussi. Monter à cheval, c'est montrer qu'on arrive à dominer un animal. Il y a tout l'épisode Sarkozy en Camargue. Alors, c'est pas le cas des centristes. Les centristes, c'est plus pour un peu jouer au gentleman farmer, parce qu'ils sont élus bien souvent dans des terres qu'on appelle, pour être technique, la droite orléaniste, c'est-à-dire une terre avec une bourgeoisie modérée, terrienne, etc., qui aime bien les chevaux. Après, effectivement, dans beaucoup de régimes, notamment les dictatures, le cheval est un élément de puissance. Et donc, on utilise le cheval pour montrer sa majesté. Mais attention, on peut aussi utiliser un cheval à cette fin dans une démocratie. Et c'est ce que je montre notamment avec Nicolas Sarkozy en 2007. J'ai beaucoup aimé l'anecdote sur le président. Alors, je crois que c'est le président turkmène, qui fait des courses de chevaux et qui tombe. Et personne n'a parlé de cette chute, il voulait montrer sa puissance. C'est ça. Alors, il avait fait une course de cheval. Alors, le gagnant de la course gagnait plusieurs millions d'euros. C'est toujours lui qui gagnait. Comme par hasard, c'était toujours le président qui gagnait. Mais ce jour-là, patatras, il tombe du cheval. Donc, on voit sur la vidéo, on ne sait pas... Les concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Les médias turkmènes n'évoquent pas l'affaire et mettent en avant la victoire du président. Et c'est finalement... personne n'en parle et puis ça a fini par sortir. Comme le président veut montrer qu'il est invincible, ce qu'il a fait, c'est que dès qu'il est tombé du cheval, les services de sécurité ont confisqué tous les iPhones, toutes les caméras, tous les appareils photos qui étaient dans l'hippodrome. Ils ont bloqué l'aéroport pour que la vidéo ne fuite pas. Mais elle a toujours fini par sortir. Elle a fini par sortir. Voilà, on n'a pas parlé des chats, de Marine Le Pen, comment le chat mignon finalement apaise l'image, contre l'image des Doberman de Jean-Marie Le Pen. Alors ça, c'est une constante de tous les partis de droite populiste. En fait, la droite populiste a, on va dire, une vision assez ferme sur tout ce qui est immigration, insécurité, identité. Et donc, ça leur donne une image assez dure. Pour conquérir des nouveaux électeurs, il faut justement montrer qu'on a du cœur et quelque part qu'on est mignon. Et donc évidemment, Marine Le Pen se met en avant avec des chatons, mais c'est la même chose avec Matteo Salvini en Italie. Absolument. Et Mike Pence, qui est l'ancien vice-président de Donald Trump, qui est un évangéliste ultra-conservateur, a utilisé en fait le bébé lapin de sa fille pour montrer à quel point il est mignon,
même s'il prône par exemple des thérapies pour empêcher les jeunes de devenir homosexuels. C'est à lire, Un animal pour les gouverner tous. On passerait Franchement, moi j'ai lu le livre d'une traite, il y a énormément d'anecdotes. Il y a Mitt Romney qui voyage avec son chien sur son toit. Enfin, on va pas tout raconter. C'est à découvrir comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler. C'est aux éditions Arquet et l'auteur Lucas Jakubowicz. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Vraiment, Merci. dans ces périodes où tout est un peu glauque et tout, vous allez vraiment vous détendre et apprendre plein de choses. Merci à vous.